Voilà, vous avez bien réfléchi et je suis certain que vous avez de très bonnes idées pour écrire maintenant les équations de l'écoulement uniforme, ce qui est le but. Alors, quelles sont finalement ces forces qui s'exercent sur le volume de contrôle? Il y a bien entendu le poids propre, c'est-à-dire le poids de l'eau qui se trouve dans le volume en question. Il y a une force de résistance due au frottement de l'eau contre les parois du canal. Et puis, il y a des forces de pression de part et d'autre du volume de contrôle. Nous allons un peu détailler ces différentes forces en nous rappelant le schéma où la profondeur est constante, la vitesse est constante, les trois pentes sont égales. Prenons d'abord le poids propre. Le poids propre, c'est le poids volumique multiplié par le volume. Le volume, c'est l'air mouillé, A, multiplié par la longueur du volume de contrôle, delta S. De ce poids propre, nous allons uniquement garder la composante longitudinale, puisque c'est cet équilibre-là que nous allons écrire. Et cette composante longitudinale nous fait multiplier gamma A delta S par le sinus de phi qui est justement la pente S0. Quant au frottement, nous allons supposer qu'il est proportionnel au carré de la vitesse. C'est une observation que l'on fait pour les écoulements relativement rapides, comme il s'en produit dans les rivières ou les canaux. Et bien entendu, il est proportionnel au périmètre mouillé et à la longueur delta S, qui représente donc la surface latérale sur laquelle s'exerce ce frottement. Et puis il y a les forces de pression, mais ces forces de pression, du fait que la profondeur est la même à l'amont et à l'aval du volume de contrôle, elles sont en équilibre entre elles, et donc nous pouvons les supprimer de notre raisonnement. Et nous allons simplement dire maintenant que les forces qui restent, le poids propre et le frottement, sont en équilibre. Pourquoi en équilibre? Parce que si l'écoulement a une profondeur constante, ça veut dire qu'il n'est pas accéléré, il n'est pas décéléré, la vitesse est constante, il n'y a pas d'accélération et donc la somme des forces qui s'exercent sur le volume de contrôle est égale à 0. Nous écrivons cette égalité et nous nous apercevons bien entendu en regardant de plus près que nous pouvons supprimer delta S de part et d'autre. Nous allons maintenant définir ce qu'on appelle le rayon hydraulique, c'est-à-dire le rapport entre A et P. Souvenez-vous, A c'était ce qui s'offrait à l'écoulement, et P c'est ce qui freinait l'écoulement, donc le rapport entre les deux c'est en quelque sorte l'efficience de la rivière par rapport à l'écoulement. Et si on écrit maintenant la vitesse, on s'aperçoit qu'on obtient la racine carrée de A sur P S0. A sur P, c'est donc le rayon hydraulique. Et nous nous trouvons alors avec une équation de ce type-ci, l'équation de Chézy, où nous avons une constante multipliée par la racine carrée du rayon hydraulique fois la pente de fond. Cette formule est la formule théorique, et elle est en général supplantée par une adaptation de la formule qui est due à Manning et à Strickler, où on s'est aperçu qu'en fait C n'était pas tout à fait une constante, mais variait avec le rayon hydraulique lui-même. Si la rivière est plus grande, avec une plus grande profondeur, un plus grand rayon hydraulique, la rugosité est apparemment plus faible. Et donc on remplace C par R exposant 1/6 sur N, ou K, fois R exposant 1/6. N, c'est le coefficient de Manning, K, c'est le coefficient de Strickler. Et nous obtenons alors l'équation de l'écoulement uniforme, vitesse est égale à 1 sur N, R exposant 2/3, S0 exposant 1/2. Alors précisément, nous devons nous intéresser maintenant à ce fameux coefficient N, et nous allons
définir de manière un peu plus approfondie la notion de rugosité dont nous devinons qu'elle est essentielle puisque c'est elle qui régit finalement la vitesse et donc le débit dans la section de rivière ou de canal. Cette valeur de n est abondamment tabulée. Ici, nous avons un petit morceau de cette table. Vous voyez en fonction de la nature des parois et aussi en fonction de l'état des parois, état parfait, état bon, assez bon, mauvais, les valeurs les plus usuelles. Et celles-ci sont d'ailleurs représentées en rouge, donc ce sont celles qu'on va utiliser principalement dans les designs. Ça, c'est pour des canaux avec des parois artificielles. Et puis, il y a des valeurs qui sont proposées, qui sont d'ailleurs nettement plus grandes, pour les rivières naturelles, avec un certain nombre de caractéristiques, la présence ou non de végétation, avec la présence ou non de pierres, etc. Avec le fait que la section est toujours submergée ou submergée de manière intermittente, nous voyons que nous avons des différences de la valeur de la rugosité. Et puis à côté de cela, le problème de la rugosité n'est parfois pas tout à fait simple parce que la rugosité du fond et celle des parois pourraient être différentes. Vous avez ici un exemple d'une rivière en Belgique que de temps en temps on vide, pour ainsi dire, de façon à entretenir les différents ouvrages hydrauliques. Et ici on voit très bien sur le bras qui est à droite, et dans lequel il n'y a pas d'eau pour le moment, que le fond est constitué de pierres, mais par contre les parois sont constituées d'éléments artificiels. Et la rugosité n'est pas la même, de même dans le canal en Suisse qui se trouve sur la photo de droite. Comment peut-on traiter ce type de problème? On suppose donc qu'on a une rugosité pour AB, une rugosité pour BC, une rugosité pour CD, et on va faire deux hypothèses. On va dire que chacun de ces éléments du périmètre mouillé a sa zone d'influence et que dans cette zone d'influence, donc les deux zones vertes par exemple et la zone rose, que dans cette zone d'influence, la vitesse est la même. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse d'Einstein. Et si la vitesse est la même, ça veut dire qu'on peut écrire l'équation de Manning pour ces trois éléments. On retrouve donc R2 tiers sur n fois S01 demi. S01 demi, on le retrouve partout. Et cette vitesse, nous dirons qu'elle est égale alors au R total sur un n total équivalent, de nouveau S01 demi. Si on met ces expressions à l'exposant 3 demi, on va retrouver les valeurs qui se trouvent indiquées sur la diapositive. Si maintenant on constate qu'on a un certain nombre de rapports, nous savons que ces rapports, tous ces rapports égaux, restent égaux entre eux si on additionne par exemple tous les numérateurs et qu'on additionne tous les dénominateurs. Donc ça veut dire que le rapport somme des trois R est égal à la somme de n3 demi p sur les trois parties du périmètre mouillé. Mais on s'aperçoit du coup que le numérateur en bleu est le même que A. Et du coup, le dénominateur en violet doit être le même aussi de part et d'autre du signe égal. Et on en déduit alors une valeur de n, qui est le n équivalent à partir des n partiels en AB, en BC, en CD. Ce n équivalent dépend bien sûr de la profondeur, mais donc il devient parfaitement calculable. Parfois c'est encore un peu plus compliqué, surtout quand les sections ont plusieurs éléments différents, par exemple sur la berge. Et à ce moment-là, que fait-on? On va simplement généraliser l'équation que nous avons établie pour deux parois et le fond, en disant tout simplement que n, c'est la racine 2 tiers de la somme des PI n 3 demi sur le périmètre mouillé. Autre élément
qu'il convient de préciser, c'est le fameux alpha que nous avons fait apparaître quand on a écrit alpha v carré sur 2g pour l'énergie cinétique. Et en fait, ce alpha, c'est simplement un élément, un facteur qui tient compte du fait que la moyenne de v carré sur 2g n'est pas égale à la vitesse moyenne au carré sur 2g. Ça vaut un peu plus. Et ce alpha, en fait, a des valeurs qui se trouvent également dans des tables. Vous avez ici un exemple. Très souvent, nous prendrons simplement alpha égale à 1, tout simplement parce que alpha v carré sur 2g se trouvant des deux côtés du signe égal dans l'équation de Bernoulli, une erreur sur v carré sur 2g ne prête pas conséquence. Que peut-on faire comme calcul à partir des notions que nous avons établies? Premier type de calcul, on peut tout simplement calculer le débit, connaissant les caractéristiques de l'écoulement. On a l'équation de Manning qui nous donne la vitesse. Pour trouver le débit, il suffit de multiplier la vitesse par l'air mouillé, Q est égal à A fois V. Si on remplace V par sa valeur tirée de l'équation de Manning, on obtient l'équation suivante. On se rappelle que le rayon hydraulique, c'est A sur P, et du coup, on va trouver A exposant 5 tiers au numérateur et P exposant 2 tiers au dénominateur. Et donc, les choses sont relativement simples. Si on suppose que l'on connaît la rugosité, qu'on connaît la pente de fond, qu'on connaît la profondeur et donc que l'on est capable de calculer A et P, on va calculer facilement le débit. Prenons l'exemple d'une section trapézoïdale qui est définie par ce qu'on appelle la largeur au plafond, qui est en fait la largeur au fond du canal, petite l, et par la pente de talus, qui est en fait une cotangente de l'angle. Donc vous avez petit p qui est le déport horizontal comparé à un déport vertical de 1. À ce moment-là, on va utiliser l'équation de Manning du débit. L'air mouillé, c'est la somme du rectangle et des deux triangles qui sont représentés en rose, donc ça nous donne la valeur qui est indiquée ici. Le périmètre mouillé, c'est la somme du fond et des deux talus, et les deux talus, on utilise tout simplement le théorème de Pythagore pour trouver la valeur de la longueur. Donc c'est h carré plus ph carré, le tout racine carrée. Et donc, en réécrivant l'équation du débit, on voit qu'on obtient une équation en n, en S0 et en h. Et donc, on est capable de calculer le débit pour une profondeur donnée en écoulement uniforme. Voici par exemple, pour une section trapézoïdale type, donc 20 mètres de largeur au plafond, 8 quarts, donc 2 comme angle de talus, une pente de fond de 0.0016, donc ça veut dire 1.6 pour 1000, et une valeur de n de 0.025 mètres moins un tiers seconde. Et on voit que effectivement, le débit va augmenter avec la profondeur de manière non linéaire, il va augmenter de plus en plus avec la profondeur, ce qui est logique puisque la section est évasée, elle est trapézoïdale. C'est un peu plus compliqué quand on veut faire l'inverse, c'est-à-dire quand on veut retrouver, connaissant le débit, qu'on veut retrouver la profondeur, ce qu'on va appeler la profondeur uniforme. Et là, nous allons nous reposer un peu et nous verrons dans la leçon suivante comment calculer cette profondeur uniforme. À bientôt.